Bienvenue et merci de regarder ce document pédagogique produit par la Mutualité sociale agricole de Haute-Normandie. Mesdames et messieurs, je vais vous présenter aujourd'hui un exposé de tabacologie clinique dont le message central peut se résumer en une phrase. Le fumeur n'est pas un individu qui risque de tomber malade, il est déjà malade, et sa maladie progresse à chaque cigarette. Les chiffres que vous voyez à l'écran parlent d'eux-mêmes. En France, le tabac tue 75 000 personnes chaque année. C'est l'équivalent d'un avion de ligne qui s'écraserait tous les 2 jours sans survivants. Un fumeur sur 2 mourra de son tabagisme. Et chaque fumeur perd en moyenne 15 ans d'espérance de vie. La fumée de cigarette contient plus de 7000 substances chimiques identifiées. Parmi elles, des cancérogènes, des cardiotoxiques, des neurotoxiques, une véritable usine à pathologie que le fumeur inhale en continu. Nous allons parcourir ensemble la physiopathologie complète de cette agression, de la première bouffée jusqu'aux lésions multi-organes, en insistant sur les co-expositions professionnelles et sur les stratégies thérapeutiques qui ont prouvé leur efficacité. Commençons par briser un paradigme qui persiste malheureusement dans nos pratiques. L'ancien paradigme, celui que vous voyez barré à gauche, considère le fumeur comme un individu à risque. On lui dit qu'il pourrait développer des maladies dans 20 ou 30 ans. On lui suggère d'arrêter. On traite son tabagisme comme un mauvais choix de vie, pas comme une pathologie. Ce paradigme est faux, et il est dangereux. La réalité scientifique, celle de la colonne de droite, est tout autre. L'inflammation de la muqueuse bronchique est détectable histologiquement dès les premières semaines de tabagisme. Les lésions vasculaires débutent avec les premières années de consommation. Le fumeur qui consulte pour un rhume, pour une entorse, pour n'importe quel motif banal. Ce fumeur a en ce moment même une maladie inflammatoire chronique en progression. Et surtout, l'addiction tabagique est une maladie neurobiologique au sens plein du terme, avec des altérations cérébrales documentées par imagerie. Notre rôle de médecin n'est pas de suggérer d'arrêter. C'est de proposer une prise en charge active d'une maladie que nous avons l'obligation de traiter. Entrons maintenant dans la physiopathologie. Première phase, l'agression locale des voies respiratoires. Le premier événement, dès les premières semaines de tabagisme, c'est la paralysie des cils vibratiles bronchiques, qui génère une extraordinaire mécanique d'épuration en balayant 1 à 2 centilitres de mucus vers la gorge par heure. Progressivement, cette action est inhibée par la nicotine et l'acroléine. Le résultat. Les particules, les microbes, les fibres, les pathogènes en général, tout ce qui devrait être éliminé, s'accumule. Pour compenser, les cellules caliciformes prolifèrent et sécrètent un mucus de plus en plus épais. C'est le mécanisme de la bronchite chronique tabagique. Quand votre patient tousse le matin et crache, ce n'est pas une gêne passagère, c'est un signe que son épithélium bronchique est déjà remanié. Troisième événement, la métaplasie squameuse. L'épithélium cylindrique cilié normal se transforme en épithélium malpigien, moins différencié. C'est le premier stade de la carcinogenèse bronchique, ce que les anatomopathologistes appellent les lésions dysplasiques précancéreuses. Et pendant ce temps, les macrophages alvéolaires, engorgés de particules carbonées, libèrent des protéases élastases, métalloprotéases qui détruisent les parois alvéolaires. L'emphysème a déjà commencé, silencieusement, sans que le patient ne ressente aucune dyspnée. Et c'est précisément là le problème. Les marqueurs objectifs de la maladie précèdent les symptômes de plusieurs années. La réduction du V, E, M, S, la chute de la D, L, C, O, l'hypersécrétion bronchique. Tout cela est mesurable bien avant que le patient ne se plaigne. Dès 20 paquets années, la spirométrie commence à montrer des anomalies. C'est pourquoi chaque fumeur de plus de 40 ans devrait bénéficier d'une spirométrie systématique. Pour comprendre pourquoi le tabac est une telle machine à pathologie, il faut comprendre sa composition chimique. La fumée de cigarette, c'est 5 catégories d'agresseurs qui agissent simultanément sur l'organisme. Les irritants directs d'abord, acroléine, formaldéhyde, ammoniac qui brûlent chimiquement les muqueuses et paralysent les défenses naturelles des bronches. Les cancérogènes ensuite, benzopyrène, nitrosamine, benzène, arsenic. Tous classés groupe 1 par le Centre international de recherche sur le cancer. Ces molécules s'intercalent dans l'ADN, mutent les gènes suppresseurs de tumeurs comme P53, et activent des oncogènes. Ce n'est pas un risque théorique, ces mutations s'accumulent à chaque cigarette. Les cardiotoxiques, principalement le monoxyde de carbone, se fixent sur l'hémoglobine avec une affinité 240 fois supérieure à celle de l'oxygène. Résultat, une hypoxie tissulaire chronique silencieuse mais permanente. La nicotine, l'addictogène, que nous verrons en détail plus loin, mais retenez qu'elle crée une dépendance neurobiologique comparable à celle des opioïdes. Et enfin les oxydants, avec leurs radicaux libres en quantité astronomique, 10 puissance 14 par bouffée, qui accélèrent le vieillissement cellulaire de tous les tissus. 5 catégories d'agresseurs, actifs simultanément, à chaque bouffée, pendant toute la durée du tabagisme. C'est cela le profil toxicologique auquel nous faisons face.
Phase 2. L'inflammation dépasse les bronches. Elle envahit la circulation générale. Premier mécanisme, le déversement cytokinique. Les macrophages alvéolaires activés libèrent dans le torrent circulatoire des cytokines pro-inflammatoires type interleukine. Ces médiateurs sont dosables dans le sang d'un fumeur qui n'a encore aucun symptôme. Sa CRP est plus élevée que chez le non-fumeur. Sa numération montre une hyperleucocytose. Ce sont les marqueurs d'une guerre inflammatoire silencieuse que le corps mène en permanence. Deuxième mécanisme, la dysfonction endothéliale. Le monoxyde de carbone et les radicaux libres altèrent l'endothélium vasculaire dans tout l'organisme, coronaire, artère cérébrale, artère des membres inférieurs. L'athérosclérose s'emballe. Troisième mécanisme, la carboxyhémoglobinémie chronique. Pour un fumeur d'un paquet par jour, la carboxyhémoglobine est en permanence entre 5 et 20%. C'est 5 à 20% de son hémoglobine qui transporte de l'oxyde de carbone en lieu et place d'oxygène. Chaque tissu, chaque organe, travaille dans une hypoxie modérée mais constante. Le myocarde, particulièrement sensible, subit un stress chronique qui prépare le terrain pour l'insuffisance coronarienne. Conclusion de cette phase 2. Le fumeur asymptomatique a déjà une inflammation systémique documentée, des lésions vasculaires en cours, et une hypoxie chronique mesurable. Phase 3. La tempête atteint tous les organes. Je vais passer en revue les 9 systèmes représentés sur cette diapositive, et je veux que vous reteniez une chose, ce ne sont pas des risques à venir. Ce sont des maladies en progression active chez le fumeur. Sur le plan respiratoire, BPCO, emphysème, bronchite chronique, et un risque de cancer bronchopulmonaire multiplié par 20. Le risque absolu de cancer du poumon chez un grand fumeur est de l'ordre de 15 à 20% sur une vie. Sur le plan cardiovasculaire, coronaropathie, AVC ischémique et hémorragique, artériopathie oblitérante des membres inférieurs, anévrisme aortique. Chaque cigarette fumée déclenche un vasospasme aigu et épaissit les plaques d'athérome. En ORL, cancer du larynx, du pharynx, de la cavité buccale, ou leucoplasie précancéreuse. Sur le plan digestif, cancer de l'ésophage, de l'estomac, du pancréas, du côlon, et une gastrite chronique par inhibition des prostaglandines gastroprotectrices. Le cancer de la vessie mérite une mention spéciale. Les cancérogènes tabagiques, éliminés par les reins, se concentrent dans les urines et restent en contact prolongé avec l'urothélium. C'est un mécanisme particulièrement efficace pour induire des mutations. Immunité, endocrinologie, os, muscles, cerveau tous touchés. L'ostéoporose est active par inhibition directe des ostéoblastes par la nicotine. La résistance à l'insuline et le diabète de type 2 sont aggravés par le stress oxydatif. Ce tableau multisystémique n'est pas une liste de complications futures. C'est le bilan clinique actuel d'un fumeur chronique. Nous abordons maintenant une dimension trop souvent méconnue. La potentialisation des coexpositions professionnelles. Le modèle de référence en pathologie professionnelle, c'est la synergie tabac-amiante. Et le graphique que vous voyez illustre une réalité épidémiologique absolument saisissante. Un non-fumeur sans exposition à l'amiante. Risque de cancer bronchopulmonaire de référence, que l'on fixe à 1. Un non-fumeur exposé à l'amiante, le risque multiplié par 5. Un fumeur sans exposition à l'amiante, risque multiplié par 10 à 15. Maintenant, un fumeur exposé à l'amiante. Si les effets s'ajoutaient simplement, on attendrait un risque d'environ 15 à 20. En réalité, le risque observé se situe entre 50 et 90 fois le risque de base. 50 à 90. C'est la définition d'un synergisme multiplicatif, les deux expositions se potentialisent mutuellement, bien au-delà de leur somme. La synergie tabac-amiante n'est qu'un exemple le plus étudié d'un phénomène général de potentialisation qui concerne de nombreux agents professionnels. À gauche sur cette diapositive, les 5 mécanismes qui expliquent pourquoi le tabac amplifie systématiquement l'effet des cancérogènes professionnels. La clairance mucociliaire paralysée laisse passer et accumuler tous les agents inhalés. L'inflammation alvéolaire chronique entretient un état profibrosant et promutagène permanent. Le déficit immunitaire local réduit la surveillance antitumorale. Ce sont des cofacteurs universels qui s'appliquent à tous les cancérogènes inhalés. À droite, la liste des principaux agents professionnels concernés. La silice cristalline exposant notamment les employés des mines, carrières, de la maçonnerie, des linières dont la silicose est accélérée par le tabagisme. Les isocyanates des peintures et revêtements, dont la bronchospasticité est amplifiée. Le benzène, présent à la fois dans la fumée de tabac ET dans les environnements professionnels concernés, une synergie directe est documentée pour les leucémies. Les rayonnements ionisants dans l'industrie nucléaire. La conséquence pratique pour chaque médecin du travail et pour chaque médecin traitant. Dès qu'un patient et fumeur ET travaillent dans un secteur à risque, c'est une double urgence thérapeutique. Le sevrage tabagique devient une priorité médicale absolue et urgente. Avant de vous présenter les traitements, il est indispensable de comprendre pourquoi vouloir arrêter ne suffit pas.
L'addiction tabagique est une maladie neurobiologique documentée par des preuves d'imagerie cérébrale. Ce n'est pas une faiblesse de caractère. Voyons le schéma en haut de cette diapositive. La nicotine inhalée atteint le cerveau en 7 secondes. Plus vite qu'une injection intraveineuse. Elle se fixe sur les récepteurs nicotiniques à l'acétylcholine, notre circuit de récompense. Cette fixation déclenche une libération massive de dopamine engendrant une sensation de plaisir, de soulagement de l'anxiété, de concentration. Avec la répétition, 2 phénomènes se produisent. D'abord la tolérance. Les récepteurs se désensibilisent, puis prolifèrent, c'est l'uprégulation et le fumeur a besoin de doses croissantes pour obtenir le même effet. Ensuite la dépendance. En l'absence de nicotine, le déficit dopaminergique se traduit par le syndrome de manque que vous voyez décrit à gauche. Anxiété, irritabilité, troubles de concentration, humeur dépressive, prise de poids, et surtout le craving, cette impulsion intense et soudaine qui peut persister des années après l'arrêt. Et maintenant, des chiffres, à droite de la diapositive. Sans aucune aide à l'arrêt, le taux d'abstinence chez le fumeur, à 1 an, est de 3 à 5% seulement. Avec un traitement médicamenteux seul, on monte à 15 à 20%. Avec la combinaison optimale médicaments et accompagnement psychocomportemental, on atteint 30 à 40%. Un patient qui essaie d'arrêter seul, sans aide médicale, a 95 à 97% de chances d'échouer. Ce n'est pas un manque de motivation. C'est une neurobiologie qui résiste. Notre rôle est de mettre la médecine du côté de notre patient. Passons maintenant aux armes thérapeutiques. La pharmacologie du sevrage tabagique dispose de 3 molécules de niveau de preuve A le plus élevé en médecine basée sur les preuves. Les substituts nicotiniques d'abord. Patch, gomme, pastilles, inhaleurs, spray buccal, comprimés sublinguaux, une panoplie de formes galéniques. Le principe est simple, fournir la nicotine sans les 7000 autres toxiques de la fumée. Les méta-analyses Cochrane montrent un doublement du taux d'abstinence à 6 mois par rapport au placebo. Et surtout, la combinaison de 2 formes, un patch pour la dose de fond plus une forme orale rapide pour les cravings, augmente encore l'efficacité de 15%. La durée minimum est de 12 semaines, extensible à 6 mois selon l'intensité de la dépendance mesurée par le test de Fagerström. Les contre-indications sont très rares. Ils peuvent être prescrits chez le coronarien, la femme enceinte. Ou ils sont bien moins dangereux que la cigarette. La varénicline Champix est actuellement la molécule la plus efficace en monothérapie. Son mécanisme est élégant. Il agit sur les 2 tableaux à la fois, il réduit le manque en stimulant partiellement le circuit dopaminergique. Il bloque le plaisir de la cigarette si le patient rechute, car il occupe les récepteurs sans permettre à la nicotine de s'y fixer complètement. Le taux d'abstinence à 1 an monte à 20 à 30% avec ce traitement. On débute à 0,5 mg par jour la première semaine pour limiter les nausées, puis 1 mg 2 fois par jour pendant 12 à 24 semaines. La surveillance des antécédents psychiatriques reste recommandée, même si les études récentes Eagles ont partiellement réfuté le risque suicidaire initialement évoqué. Le bupropion IBAN est un inhibiteur de la recapture de la dopamine et de la noradrénaline, développé initialement comme antidépresseur. Il double le taux d'abstinence versus placebo. Il constitue une excellente alternative chez les patients présentant une dépression associée, ou chez ceux qui ont échoué à la varénicline. Ses contre-indications absolues sont l'épilepsie, les troubles bipolaires non stabilisés, les troubles du comportement alimentaire et l'association aux IMAO. Ces 3 molécules sont remboursées par l'assurance maladie à hauteur de 65%, et les TNS bénéficient d'un forfait annuel de 150 €. L'argument financier ne doit pas être un obstacle à la prescription. Les médicaments seuls ne suffisent pas. C'est l'un des messages les plus importants de cet exposé. Les méta-analyses le montrent sans ambiguïté. Le sevrage pharmacologique seul est 2 fois moins efficace que la combinaison médicament plus accompagnement comportemental. Ce n'est pas une option, c'est une composante obligatoire du protocole thérapeutique. Les thérapies cognitivo-comportementales, TCC, constituent le pilier psychologique du sevrage. Elles permettent d'identifier les situations déclenchantes, les émotions qui font fumer. Elles donnent aux patients des outils concrets pour gérer le craving, différer l'impulsion, la distancer mentalement, désamorcer l'automatisme. Elles travaillent sur les croyances dysfonctionnelles. J'ai besoin d'une cigarette pour me concentrer, fumer me détend, qui sont des constructions cognitives, pas des réalités biologiques. Et elles préparent la gestion de la rechute, en transformant une première cigarette en signal d'alerte plutôt qu'en capitulation. L'entretien motivationnel, développé par Miller et Rolnick, est une technique applicable même en consultation courte de médecine générale, en 5 à 10 minutes. Elle est particulièrement précieuse pour les patients qui ne sont pas encore décidés à arrêter les stades de précontemplation et de contemplation dans le modèle transthéorique de Prochaska. Elle renforce la motivation intrinsèque sans confrontation directe, ce qui réduit la résistance au changement. Le soutien digital et téléphonique complète le dispositif. Le 3989 Tabac Info Service
mais à disposition des tabacologues par téléphone, gratuitement. Les applications mobiles permettent un suivi quotidien, un compteur de cigarettes non fumées, une visualisation des économies réalisées. Ces outils sont particulièrement utiles pour les patients ayant un accès difficile aux soins spécialisés. La combinaison optimale, un médicament adapté au niveau de dépendance du patient, un suivi en TCC idéalement en tabacologie spécialisée, et un outil de soutien continu entre les consultations. La stratégie thérapeutique optimale recommandée par la HAS en 2023 s'articule en 5 étapes que vous voyez en haut de cette diapositive. Étape 1. Le bilan initial. Avant toute prescription, 2 outils sont indispensables. Le test de Fagerström pour quantifier la dépendance nicotinique. 6 questions qui donnent un score de 0 à 10. L'échelle HAD pour dépister anxiété et dépression sous-jacente, fréquentes chez les fumeurs et qui conditionnent le choix thérapeutique. On complète par une mesure du CO expiré simple, rapide, objective qui visualise pour le patient sa propre contamination au monoxyde de carbone. Étape 2. Fagerström faible 4 ou moins. Les TNS en forme orale suffisent, avec un suivi mensuel téléphonique ou en consultation. Étape 3. Fagerström modéré 5 à 7. On passe à la combinaison patch plus forme orale rapide, ou à la varenicline, associée au TCC. Étape 4. Fagerström fort 8 ou plus. Varenicline à dose complète, TNS combiné si nécessaire, TCC intensive. Ces patients fortement dépendants méritent une orientation vers une consultation spécialisée de tabacologie. Étape 5. Le suivi à 3, 6 et 12 mois. C'est là que se fait ou se défait le succès. La prévention des rechutes, la gestion de la prise de poids, l'adaptation du traitement selon l'évolution, tout cela nécessite un suivi programmé et actif. En bas de cette diapositive, les adaptations pour les populations spécifiques. La femme enceinte. Les TNS restent le premier choix, la varenicline et le bupropion sont contre-indiqués. Le message important ici, les TNS sont infiniment moins nocifs pour le fœtus que la fumée de tabac. Ne pas prescrire de TNS à une femme enceinte qui fume par crainte des effets de la nicotine est une erreur médicale. Le post-infarctus. L'arrêt immédiat réduit le risque de récidive de 50%, c'est l'intervention cardiovasculaire la plus efficace que nous ayons. Le patient psychiatrique et le travailleur exposé, particulièrement concernés par ce que nous avons vu précédemment, nécessitent une coordination avec le médecin du travail. Je vais conclure en revenant à notre message fondamental. Nous devons changer notre regard sur le fumeur. Ce patient que nous voyons en consultation n'est pas quelqu'un qui prend des risques pour sa santé. C'est un patient atteint d'une double maladie, une addiction neurobiologique qui l'empêche d'arrêter par la seule volonté, et une maladie inflammatoire systémique qui progresse à chaque cigarette. Nos 5 obligations à chaque consultation. En premier, reconnaître le fumeur comme un malade actuel. Ce changement de regard change radicalement notre posture thérapeutique. Deuxièmement, réaliser un bilan minimal, mesure du CO expiré, test de Fagerström, et dépistage des co-expositions professionnelles. Cette question, êtes-vous ou avez-vous été exposé à des produits toxiques dans votre travail, peut changer une prise en charge. Troisièmement, proposer activement une aide médicale. Pas suggérer, pas conseiller. Proposer, comme on propose un traitement antihypertenseur à un hypertendu. Quatrièmement, combiner systématiquement pharmacothérapie et accompagnement psychocomportemental. L'un sans l'autre est sous-optimal. Cinquièmement, programmer le suivi et traiter les rechutes comme ce qu'elles sont. Des étapes normales d'un processus de guérison, pas des échecs. La majorité des fumeurs qui réussissent à terme ont fait plusieurs tentatives. Le tabac n'est pas une habitude de vie. C'est une maladie qui se traite et qui se guérit. Et comme toute maladie, elle mérite toute la rigueur et l'attention de notre exercice médical. Cette présentation vous est proposée par la Mutualité sociale agricole de Haute-Normandie, dans le cadre de notre mission d'accompagnement à la prévention des risques professionnels. N'hésitez pas à solliciter votre conseiller prévention pour un appui personnalisé, ainsi que votre médecin du travail.